notamment dans ces matières des droits de l'homme. La protection des droits de l'homme aujourd'hui n'a rien à voir, j'ai expliqué, avec celle qui existait avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la Charte des Nations Unies, et avant tous ces accords que la très grande majorité des États ont acceptés. C'est cela qui a fait qu'on est arrivé à la compétence universelle, à la notion de crime contre l'humanité qui peut avoir des conséquences importantes à l'égard des États. Le Conseil de sécurité peut donc, à son appréciation, il a, comme on dit en droit, un pouvoir discrétionnel. C'est lui, c'est pas une personne, c'est les membres du Conseil de sécurité, conformément à la charte, sur la base de la composition telle qu'elle existe à ce moment-là. C'est-à-dire le membre permanent et les 5 et les 10 autres membres, qui sont 15. C'est eux qui apprécient. Si la situation qu'il y a en Libye, ce qui nous intéresse, ou en Irak, lorsqu'ils ont estimé qu'il n'y avait pas à intervenir en Irak, c'est eux qui estiment, qui font le constat, comme dit l'article 39 de la Charte, s'il y a une atteinte à la paix et à la sécurité ou une menace à la paix et à la sécurité internationale, et si cette menace ou cette atteinte les conduit à autoriser une intervention. Dans le cas de la Libye, ils ne sont pas obligés de faire une enquête. Ils voient, ils ont des ambassades, ils ont des informations, ils ont les télévisions, ils ont Internet, ils voient quelle est la situation. Et ils estiment que, ils ont fait ça à l'unanimité, ils estiment qu'il y a lieu de charger la résolution que vous avez évoquée, la Cour pénale internationale, de faire, elle, une enquête et de voir quelle est la responsabilité de personnalités libyennes dans Kadhafi, de personnalités libyennes désignées. Il y a 2 annexes, si je me souviens bien, dans cette résolution, qui indiquent quelles sont les personnalités qui peut-être ont participé à ces crimes, de bombarder la population, d'arrêter les gens, de procéder par l'aviation, par des tanks, etc. Et puis, ceci n'a pas suffi. Le gouvernement libyen a estimé, malgré des défections, etc., les jours sont passés, qu'il fallait qu'il réagisse. Et à ce moment-là, le Conseil de sécurité s'est réuni de nouveau et a décidé de procéder à une intervention militaire cette fois-ci. C'est la deuxième intervention. Et il a délimité dans quel cas, c'est-à-dire pas d'occupation territoriale, mais empêcher le système politique en place, donc l'État libyen, d'intervenir par des bombardements aériens ou par des moyens d'armement lourds contre les populations. C'est donc conforme son utilisation du pouvoir, cette utilisation du pouvoir du Conseil de sécurité telle qu'elle a été faite est conforme à la charte sur le plan du droit. Maintenant, sur le plan politique, vous pouvez avoir une autre idée, dire cette intervention du Conseil de sécurité, elle paraît peut-être conforme à la charte, cette charte étant acceptée par les États, et qui s'impose même à Kadhafi, puisqu'il est membre des Nations Unies. Ben, ils ont quand même fait, ils avaient le droit de le faire, mais ils ont fait un mauvais usage sur le plan politique de cette charte, parce que, bien, peut-être que maintenant, il y aura encore plus de morts. On peut avoir cette idée. Et, y compris si vous n'avez aucune preuve que si on avait laissé Kadhafi, il y aurait eu plus de morts que si on l'a limité par cette intervention. Toutes les hypothèses peuvent être formulées par les gens, selon les opinions qu'ils estiment possibles. Un jour, j'avais écrit dans un journal algérien en 1992, j'étais alors à Alger, Chetri a démissionné. Vu la manière dont il a dit qu'il a démissionné, il a dit « Je démissionne parce qu'on vient de prendre, au cours des derniers jours, on vient de prendre des mesures que je ne saurais approuver. » J'ai dit à mon voisin « C'est un coup d'État. » Il m'a dit « Mais non, il démissionne. » Je dis « Moi, je vous dis, c'est un coup d'État. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait prendre les mesures. S'il faut stopper les élections,
c'est cela qu'il voulait parler. Si on prend des mesures contre lui, on les lui impose, on l'oblige à démissionner. Ça s'appelle, pour droit et la science politique, un coup d'État, parce qu'une institution de l'État a pris des pouvoirs qui poussent une autre institution qui a ces pouvoirs à ne pas les exercer. Donc, c'est la même chose, on retrouve un peu ce truc-là, cette manière de voir ici. Bien sûr, on peut dire le Conseil de sécurité, il doit, dans tel cas, user de ce pouvoir, dans tel autre cas, il n'use pas. J'ai parlé longuement du deux poids, deux mesures. Le Conseil de sécurité est un organe politique qui peut faire un bon usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les États, qui peut faire un mauvais usage de ce pouvoir aussi. Par exemple, moi j'ai applaudi lorsque le Conseil de sécurité a refusé le pouvoir d'intervention sollicité par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour intervenir contre le système de Saddam Hussein. J'étais contre le système de Saddam Hussein. Je considérais, c'est ma position personnelle, que le système politique de Saddam Hussein est une dictature très dure à l'égard d'une majorité du peuple irakien. C'est une position politique qui peut découler d'une disposition sur les droits de l'homme ou d'autres raisons. Et donc, j'étais favorable à cette... Les États-Unis sont intervenus quand même. Cela a compliqué leur intervention parce que c'était une agression, puisqu'ils n'étaient pas autorisés par le Conseil de sécurité. D'autres États, d'autres juristes ont estimé que c'est une erreur du Conseil de sécurité de n'avoir pas autorisé l'intervention des États-Unis contre Saddam Hussein. C'est une position politique. Juridiquement, leur position est faible parce que le Conseil de sécurité avait le droit de refuser l'intervention en Irak. C'est la même chose ici. La position en droit international, le Conseil de sécurité a bon droit, conformément à la charte, autoriser une intervention, tant qu'on reste dans les limites qu'il a imparties à cette présidence, c'est-à-dire sans occupation territoriale. Il reste qu'il y a quand même deux poids, deux mesures, je l'ai souligné. Mais le fait que le Conseil de sécurité n'intervient pas dans un autre cas, par exemple contre Israël, c'est l'exemple que j'ai cité, ne signifie pas que politiquement, donc, où on ait une position par rapport aux droits de l'homme et aux violations massives des droits de l'homme. Puisqu'on n'intervient pas contre Israël, qui massacre les Palestiniens, on n'intervient pas contre Kadhafi, qui massacre ses ressortissants. Moi, j'estime qu'il vaut mieux intervenir chaque fois que c'est possible, chaque fois que les États sont d'accord, et militer pour qu'ils interviennent aussi ailleurs, lorsque c'est possible, que de dire, puisqu'on n'intervient pas là-bas, laissons massacrer les autres. Voilà. Maintenant, évidemment, d'autres peuvent dire non, on n'intervient pas contre Israël, donc on n'intervient nulle part. Ça peut être une position. Personnellement, je ne suis pas pour cette position. Ce n'est pas parce qu'un État, au nom de la souveraineté, viole les droits de l'homme que je ne vais pas protester quand en Algérie, on n'autorise pas les manifestations à Alger au nom de la souveraineté de l'État et de la capacité de l'État à être seul à voir quel est l'intérêt national. Je dis non. Les gens peuvent manifester librement et c'est au contraire ça qui peut peut-être aboutir à de meilleures solutions politiques pour le pays. C'est peut-être si on laisse les gens manifester et pas en bloquant tout. Personne ne respire et alors c'est moi seul qui peux dire quelle est la meilleure solution. Peut-être qu'au contraire, je pourris la situation en ayant cette position qui bloque toute évolution. Et le jour où ça va exploser, ça va mal se passer. Moi, je préfère au contraire que les gens s'expriment et que le pouvoir politique fasse une bonne lecture de la souveraineté de l'État, de la compétence de l'État, pour apporter au bon moment les solutions appropriées aux crises politiques. Voilà. Dites-moi, dans le même ordre d'idées, juste pour appuyer votre
et avoir votre opinion sur autre chose relative à justement la Charte des Nations Unies et particulièrement le Conseil de sécurité qui légitime à un moment donné, après constat, n'est-ce pas, l'intervention donc onusienne ou au nom des Nations Unies dans tel ou tel pays. Que prévoit la Charte, que prévoit le Conseil de sécurité et donc les Nations Unies lorsque ces mêmes pays qui, au nom du droit international, au nom des Nations Unies, au nom du Conseil de sécurité, au nom de toute cette culture, interviennent dans une situation X, comme le cas de la Libye, l'Irak, etc., et bafouent publiquement et clairement les droits de l'homme. Qui peut les interpeller? Au nom des Nations Unies aussi. Ce sont des pays qui interviennent au nom du droit international, mais qui bafouent le droit international au vu et au su de tout le monde. Moi-même, il y a une violation du droit international, puisqu'il n'y a pas de recours à la force qui est autorisé, puisqu'il n'y a pas de droit d'ingérence. Il n'y a que le Conseil de sécurité qui peut autoriser le recours à la force ou la légitime défense. Vous avez si les troupes sont déjà ont franchi les frontières sur le territoire, évidemment, chacun a le droit de légitime défense dans ce cas. Il n'y a pas d'autorité internationale dans l'ordre international actuel pour, en quelque sorte, faire la justice. La seule autorité qui a été acceptée par les États, c'est le Conseil de sécurité. Il n'y a pas d'autre. Autrement dit, aujourd'hui, toute intervention armée sur le territoire d'un autre État, non autorisée par le Conseil de sécurité, une agression, est illégale. Une agression. C'est une agression. C'est une violation nette du droit international. Alors, ça révolte beaucoup de monde dans l'ordre international. Mais pour qu'il en soit autrement, les États qui protestent quand on assiste aux deux poids, deux mesures, parce que ça tourne toujours là, les États qui protestent, il ferait mieux et de protester et de négocier un accord international sur lequel ils seraient tous d'accord. Dicté par les uns et puis les autres vont suivre. Il faut que ce soit quelque chose comme la Charte des Nations Unies, quelque chose qui est accepté par les États. Il faudrait mieux de négocier un accord international qui détermine dans quelles conditions on peut réduire ces deux poids, deux mesures. Peut-être que c'est très difficile de le supprimer complètement, parce que la société internationale est constituée de peuples différents et donc d'États allant dans des sens différents. La société internationale ne fonctionne bien que lorsqu'on tente de concilier les intérêts contradictoires par la négociation. Mais bien sûr, tenant compte aussi des rapports de force. Je ne sais pas, la société internationale, et le droit international du coup n'est pas la traduction de l'idéal comme ça. C'est des rapports de force, c'est des intérêts, c'est des négociations. C'est dans cette perspective-là. C'est pas on se positionne sur un idéal. Et je disais un jour à un professeur de droit qui était prestigieux, qui critiquait la souveraineté des États en disant qu'il faut aller vers la spécificité des États. Il dit vous êtes à la recherche, vous allez à la recherche de l'idéal et chemin faisant, vous oubliez comment on a construit la souveraineté des États, c'est-à-dire sur la base de territoires, de ressources différentes, chacun tentant de protéger ce qu'il a, compte tenu de son histoire, de ses forces, de son génie, et du droit des peuples, et de leur génie, etc. Alors, il faut revenir à cette base-là, qui n'est pas si idéale qu'il paraît. C'est idéal parce qu'on protège les peuples. Mais en même temps, on tient compte de leur situation, de leur capacité, de leur histoire, des moyens dont ils disposent. Un État peut avoir intérêt à avoir un armement extraordinaire. Un autre État, ce n'est pas son intérêt de se lancer dans des politiques d'armement. Il vaut mieux qu'il creuse le sol pour voir les ressources qu'il a, qu'il découvre telle et telle chose, qu'il mette son génie à trouver des moyens d'organisation qui améliorent la situation. C'est
population. Donc, chacun, selon son histoire, sa situation géographique, ses ressources, etc. Donc, autrement dit, je suis contre deux poids, deux mesures. Là où ça se manifeste. Et en même temps, j'essaie de voir ce qui est possible. Et si je peux stopper l'invasion des territoires, c'est très bien. Ça ne veut pas dire que si je ne peux pas la stopper ailleurs, alors je la stoppe nulle part. Je reviens à la jungle. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois. La question de minorité, moi je trouve que la question ne se pose pas. Il n'y a pas aujourd'hui ni le Conseil de sécurité, et ce n'est pas demain qu'ils vont autoriser pour des raisons, parce qu'il y a une minorité, un État qui s'agite. Il y a des minorités qui s'agitent pour leurs droits, qui peuvent être manipulés, bien sûr. Mais je parle d'abord de l'idée qu'elles s'agitent parce qu'elles sont aussi opprimées. Si un État étranger vient en profiter, c'est d'abord peut-être la faute de l'État qui les a opprimés, parce que ça ne vient pas du ciel. Il faut bien qu'il y ait quelque part un début à la justification de l'agitation de la minorité culturelle, pour son droit. Mais dans chaque cas, il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de blanc-seing à donner. C'est une minorité qui s'agite, donc c'est sacré, et alors on intervient. Premièrement, il n'y a pas d'intervention au recours à la force. Quel que soit le cas, que ce soit une minorité, que ce soit une violation massive des droits de l'homme, que ce soit un génocide. Ce n'est pas un État ou deux États qui vont décider qu'ils interviennent. On a une institution, c'est le Conseil de sécurité. Et là, ça devient plus compliqué pour intervenir. C'est déjà on a des protections, pour que ce ne soit pas comme ça. Donc, on ne peut traiter ces problèmes que lorsque ça se produit. Et je ne peux pas, moi, dire, ah oui, tel que ça se passe dans l'ordre international aujourd'hui, on s'achemine vers une intervention tout azimut pour des raisons de minorité culturelle, pour déstabiliser les États post-coloniaux. Moi, je ne vois pas ça. Maintenant, déjà se dessine un problème qui est, ça c'est la leçon de ce qu'on appelle le printemps arabe. C'est pas encore le printemps, mais il y a du mouvement, un mouvement qui est intéressant dans les systèmes politiques autoritaires arabes. Il y a quelque chose qui devrait être envisagé tout de suite par les États intéressés. Est-ce qu'ils devraient se poser honnêtement la question en tant qu'homme d'État, c'est-à-dire doté du pouvoir et du devoir de réfléchir à l'intérêt de toutes les populations de la nation? Est-ce qu'ils ne sont pas interpellés par toutes ces agitations? Est-ce que c'est partout, c'est Obama qui a dit au peuple, allez, agitez-vous? C'est peut-être aussi parce qu'ils sont opprimés réellement. Et donc ça devrait les interpeller. Et quand on a averti Kadhafi par la première résolution, on va faire une enquête sur vous et telle et telle personnalité, on charge la Cour pénale internationale. Alors même que les États qui la chargent sont très réticents, y compris les États-Unis, à l'égard de la Cour pénale internationale. Franchement, s'il était doué d'un sens aigu de l'intérêt national libyen, il dit au Conseil de sécurité qui me met sur le fardeau. La première chose que je décide, allez, stopper tout ce truc d'armement, discutons avec les groupes qui s'insurgent, voyons comment arrêter le feu avant qu'ils ne prennent. Et lui, il fait le discours en disant, moi, je suis le libérateur de la Libye, je cite, je suis le libérateur de la Libye. Je suis la Libye, c'est moi qui ai fait la Libye. Ma vie a été donnée pour les Libyens. Je n'ai rien, je ne suis pas un chef, je n'ai rien à donner comme démission. Si j'étais un chef d'État, si c'était un montage, je vous aurais jeté cela à la face. Quelle inconscience, quelle
C'est terrible comme situation. Attendre donc que la situation pourrisse encore alors que la communauté internationale vient de franchir une étape où on ne peut plus reculer. Il était clair, à partir de ce moment-là, qu'il devait recevoir ça, lui et les autres chefs d'État d'ailleurs, comme un avertissement. Un Conseil de sécurité qui se fait difficilement unanime pour décider quelque chose de ce genre. Voilà qu'il le décide. C'est un avertissement extraordinaire. Même s'il a tort, supposons, le Conseil de sécurité a tort, je suis un chef d'État, on m'adresse une telle résolution. Je dis, bon, voilà, le rapport de force est tel, parce qu'il y va de l'intérêt de mon peuple. Sinon, ça va pourrir, ça va être infernal. Je ne peux pas lutter dans l'intérêt de mon peuple contre de telles forces. Un processus irréversible. J'accepte. Même s'il est persuadé comme il est peut-être que voilà comment je vois quand on a le sens de l'État. Et même les autres chefs d'État devraient dire, oh là là, le rapport de force a décidément changé. Non seulement les jeunes protestent chez moi, mais même à l'intérieur, je ne peux plus juste invoquer ma souveraineté et personne ne bouge. Ils ne vont plus coopérer avec moi. Un de ces jours, voilà, ça va mal aller. Et si ça va mal aller, les choses se mélangent. Donc je ne pourrais rien contrôler ici. Et voilà. Et donc ça mène vers d'autres politiques. Mais l'idée de base, c'est que si ça bouge, si le Conseil de sécurité arrive même à décider de manière unanime, c'est que quelque part, dans nos pays, les violations de tous ordres ont atteint un niveau tel que il vaut mieux faire très très vite, avant qu'il ne soit trop tard. Et quand c'est trop tard, ce n'est pas seulement le groupe au pouvoir. Le régime lui-même qui tombe. C'est pas seulement le régime qui tombe, c'est que le pays pâtit. C'est que le pays va supporter. Parce que quand un régime s'écroule et qu'il n'a pas construit sa succession, ben ça se passe mal. C'est très dur. C'est des dégâts. Voilà. Mais pour revenir à votre point un peu plus circonscrit de départ, comme je l'ai dit, moi je ne vois pas de danger de déstabilisation de l'État manipulé de l'extérieur par suite de l'oppression des minorités culturelles. Par contre, aucun pays, quelle que soit la force du peuple concerné, quelle que soit la solidité de la nation, ne peut être prémuni pour toutes les générations d'aujourd'hui et à l'avenir contre des scissions, quelle que soit la force et la solidité de la nation. Parce que si vous opprimez un groupe, vous dites qu'ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça et pas autrement. Leur langue n'a rien, ça ne passe pas. Leur culture, non. Les ressources sont chez eux, moi je les prends ailleurs. Et je les exploite comme ça. Et bien peu à peu, il se forgera des idées qui vont à la fois mélanger la culture, la spécificité culturelle, les ressources, toutes sortes de problèmes, mener vers la contestation, d'abord limitée, puis qui s'étend, et un jour ils diront droit de ça existe. Qui aurait cru que le Darfour, que le Soudan, et toute l'Afrique accepte, comme par hasard. C'est l'exemple. Et le principe de l'intangibilité des frontières coloniales est un principe très fort au niveau international. Il n'est pas africain, il a été adopté par l'Afrique, il a été lancé ailleurs. Les États-Unis, l'Europe l'a accepté. Et ensuite, en 1963, les États africains sont très nombreux à être indépendants, ils constituent leur organisation et ils se disent si on remet en cause les frontières coloniales, c'est un mal fichu qui ne tiennent pas compte de culture, de nombreux d'ethnie, etc., d'histoire. Si on remet en cause ça, on ouvre une boîte avec des problèmes insolubles, donc une série de conflits. Le problème, c'est que, c'est vrai, il faut respecter les frontières.
Mais les frontières, parfois, sont source de gros problèmes parce qu'elles sont mal fichues. Mais les États africains n'ont pas... Il faut donc engager, tant que c'est calme, une coopération autour de l'exploitation des lignes frontalières, de sorte que on amène les populations à une adhésion à ces frontières. Il ne faut rien imposer là, parce que si vous imposez, un jour ça éclatera. Alors, faire preuve de sens de l'État pour les États africains qui bénéficient de belles frontières pour eux, faire preuve de sens de l'État, c'est accepter de négocier. Que les uns ne recourent pas à la force, que les autres acceptent d'organiser autour des frontières des coopérations économiques sur des zones, trouver des systèmes d'association, d'exploitation des ressources, de sorte que c'est mieux de les garder comme ça, puisqu'on exploite ensemble des ressources. J'ai bénéficié peut-être, par suite de l'ordre colonial, de tel territoire, il y a des ressources là, eh bien on va organiser cela d'une manière qui me permette de bénéficier encore, mais qui ne permette pas d'ignorer les besoins des autres. Parce que sinon, un jour, on va arriver à la guerre. Et dans la guerre, on va beaucoup. Voilà, tous ces problèmes ont un sens dans des possibilités de solution. C'est clair. Je suis favorable au principe d'intangibilité des frontières, parce que sinon, c'est ingérable. Et beaucoup de frontières sont mal fichues. Mal faites. Ne tiennent pas compte de beaucoup de choses. Mais en même temps, ça veut pas dire qu'il faut recourir à la guerre. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut rester là à attendre, puisque j'ai le droit, ça y est, je ne bouge plus. C'est la même chose en matière culturelle. Parce que je suis majoritaire, j'impose ma loi, et je ne vois pas que les autres ne pas accepter. La culture de l'autre, c'est insoutenable pour l'autre. Insoutenable. Si j'ai telle langue, il faut qu'elle soit respectée dans le pays où je vis. Même si on a 10 langues, eh bien c'est comme ça. J'ai entendu des hommes politiques algériens avoir une position complètement différente de ça. Selon la position selon laquelle, j'ai entendu même quelqu'un comme l'ancien chef du gouvernement Blad Absien le dire très clairement, à savoir que la reconnaissance des cultures et des langues autres que l'arabe est une source de division pour le pays. Les pays qui ont des langues différentes sont des pays divisés, faibles d'après lui. Mais c'est une position qui indique une absence de vision politique de la situation réelle dans laquelle se trouve le pays, ou se trouve tout autre pays qui connaît ces problèmes. Il citait le cas de la Belgique, qui est tout à fait spécifique, et qui d'ailleurs à l'époque était pacifique. C'est maintenant que ça s'est envenimé par suite de l'homme, mais en réalité par suite de problèmes économiques. La Flandre étant un pays qui s'est développé au cours des dernières années, qui supporte le poids économique de l'unité de la Belgique. Mais le problème n'est pas tant là, il faut voir tous les problèmes, mais en même temps, ce que je dis, c'est que si quelqu'un parle une langue, si quelqu'un a une culture, il est élevé là-dedans, pour lui, méconnaître ça, c'est quelque chose d'insupportable, d'invivable. Méconnaître la langue de l'autre, c'est-à-dire tagara, comme Souhaj a dit, c'est la mienne qui est plus forte. L'autre hadara, l'autre. Eh bien, pour lui, sa langue, c'est un joyau dont il ne peut pas se séparer, et parce qu'il ne peut pas vivre. On ne peut pas lui expliquer qu'il est de l'intérêt national que sa langue soit perdue et que l'on ne pratique que la langue de l'autre. Pour lui, c'est insupportable, c'est pas vivable. Il vaut mieux en faire de dignité le droit à la vie. Voilà, la dignité. Et donc, et dès lors, l'homme politique, l'homme d'État surtout, doit être amené à une vision dans ce domaine avant d'attendre que ça pourrisse. Voilà. Voilà ce dernier volet qui répond parfaitement, ce dernier développement qui répond parfaitement à ma question. Je vous remercie.